Il faut se détacher du manque de légitimité. Chaque chose que tu fais, pose-toi la question de savoir si c'est bien la vérité pour toi. Pour moi, c'est les deux seules questions qui permettent de mettre de la certitude dans ce qu'on fait, simplement. Et en fait, l'action élimine le doute. Je peux vous le dire, vous ne pouvez pas aider tout le monde. Écoutez pour apprendre aussi. Donc, intéresse-toi au problème en premier. Crée pas ces peurs, tout ce qui résonne à l'intérieur, c'est ça qui crée le hack direct. Salut à tous, j'espère encore une fois vous trouver en forme aujourd'hui. C'est spécial aujourd'hui. On va rentrer dans vos têtes. Non, je plaisante. J'ai l'honneur et le plaisir aujourd'hui de recevoir avec moi Mehmet Goul. Gull. Autant pour moi. Tu Gull. le prononces mieux que personne. Du coup, je te laisse te présenter. En tout cas, super. Déjà, merci d'être là. Merci à toi, merci pour l'invitation. Avec grand Très plaisir. heureux d'être là. Mehmet Gull, coach de dirigeants, surtout les dirigeants du digital, donc les infopreneurs, spécialiste en déblocage de croyances limitantes. Ok. Spécialiste de déblocage des croyances limitantes. Ça veut dire quoi? Grosso modo, on se raconte tous des histoires, surtout quand on se lance dans un nouveau projet entrepreneurial. Donc là, si on a une audience de personnes qui pensent ou qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, on va se raconter tout un tas d'histoires nourries par l'extérieur, par notre entourage, par nos émotions, par plein de choses. Et l'idée, c'est comment on décortique ça pour revenir à soi, garder le focus sur un seul et même endroit, et donc le projet entrepreneurial, et avec ça, pouvoir en faire quelque chose derrière pour soi et construire peut-être quelque chose de grand pour soi. Ok. Moi, j'aime beaucoup dire que dans la vente, on est des déclencheurs de transformation ou des déclencheurs d'action. Mais pour ça, justement, on a besoin de travailler sur cette profondeur des blocages, des traitements, du syndrome d'imposteur, des peurs, des craintes, des doutes. C'est un gros travail qu'on fait. Et en fait, aujourd'hui, je voulais avoir un spécialiste de ça avec moi qui va avoir la sagesse, l'intelligence situationnelle et surtout le vocabulaire parlant à tout le monde pour pouvoir expliquer ce que nous on fait en fait dans les appels pour faire prendre ces décisions-là, pour t'inciter à passer à l'action. Et déjà, c'est quoi une croyance limitante? C'est quoi un blocage chez une personne? Alors, la croyance, elle est en lien souvent avec nos émotions parce qu'on se raconte une histoire sur un moment de notre vie où on n'a pas réussi un truc. L'ancrage, il est émotionnel, ça peut être en lien avec les parents ou avec d'autres choses, mais c'est souvent en fait une perception d'un moment qui nous a beaucoup marqué et ce moment empêche de passer à l'étape d'après. Et souvent, puisqu'on parle de vente aussi, puisque tu es quand même le roi de la psychologie de la vente, la manière de vendre et simplement le mot vendre va lui en fait nous inciter à avoir plein de blocages justement par rapport à nos souvenirs. Un exemple très simple, tu vas dans n'importe quel magasin, imaginons tu veux le dernier téléphone à la mode. Tu vas dans un magasin et tu as le souvenir du vendeur qui vient tout de suite. Bonjour. Et là, si cet ancrage pour toi a été quelque chose de violent, a été quelque chose de marquant où tu t'es senti agressé, tu vas dire c'est quoi ces vendeurs? Ils nous attaquent. Et donc, tu as créé un ancrage émotionnel en lien avec ce moment qui fait que, de l'autre côté, si toi un jour tu devais passer du côté vendeur, tu vas avoir en fait tous les freins auxquels toi-même t'as fait face quand tu as eu un vendeur en face de toi. Et donc, par résonance, ce qu'on appelle les neurones miroirs, tu vas agir en te comportant en fait de la façon dont tu as toi-même bloqué la vente du vendeur qui est venu vers toi et par tes neurones miroirs, tu vas par tes comportements en fait l'induire à la personne en face. Et dans le cas justement des entrepreneurs qui vendent leurs services, en fait, les personnes qui vendent un service, quand le service et le produit entre guillemets c'est toi, l'enjeu il est complètement différent. Et souvent on fait l'amalgame, et c'est ça que j'aime bien aussi dissocier, c'est on fait souvent l'amalgame des entrepreneurs qui croient être leur entreprise. Tu n'es pas ton entreprise. Tu es dans un véhicule qui est l'entreprise et qui te sert à faire quelque chose. Et c'est souvent quand on fait cet amalgame-là qu'en fait, on va en fait ouvrir le champ de toutes les croyances limitantes possibles parce qu'on va dire « Ah oui, mais moi, si je dis ça, la personne, elle va penser ça, etc. etc. » Et c'est ça qui construit l'histoire qu'on se raconte. Je te remercie pour cette précision. Et la plupart des personnes que nous, on a en tout cas des professionnels de l'accompagnement, la grande majorité ont comme croyance soit le syndrome d'imposteur, on va y revenir, c'est un gros syndrome, soit des peurs qui sont liées à certains traumas, à une certaine expérience de vie qu'ils ont déjà traversée, et comme tu dis, cet effet de neurone miroir, et donc du coup c'est une situation qu'elle a déjà vécue et qu'elle ne veut pas cette personne-là, que cette situation en tout cas revienne, se répercute, se répète. Donc quel est le chemin le plus direct selon toi pour aller traiter une objection de peur? Alors, sur les objections de peur, il faut déjà définir ce que c'est la peur. Mais en fait, si tu voulais un hack pour sortir du syndrome de l'imposteur et justement sortir des peurs que tu peux avoir, souvent, quand on est face à quelqu'un, on est centré sur soi. Et l'idée, c'est que, ça c'est un outil PNL, ce qu'on apprend, c'est à se centrer pas sur soi, mais sur l'autre.
Pourquoi? Parce que les personnes qui viennent te voir pour ton service, pour ce que tu as à vendre, ils viennent pas pour toi. Ils viennent pour eux et parce qu'ils croient, ils ont la croyance que peut-être tu peux les aider à résoudre leurs problèmes. Et souvent, le hack, c'est simplement d'arrêter de s'écouter et simplement écouter l'autre. Et je sais que tu es très fort en la matière, savoir écouter les gens, c'est juste un vrai métier. Et en fait, cette capacité à simplement se centrer sur l'autre et écouter l'autre et pas ses peurs, tout ce qui résonne à l'intérieur, c'est ça qui crée le hack direct. Pourquoi? Parce que la personne, imaginons donc, moi je suis coach en libération émotionnelle et la personne, elle a une émotion qu'elle veut libérer, d'accord? Mais comme je panique intérieurement, j'arrête d'écouter l'autre. Si j'arrête de l'écouter, la personne le ressent. La synchronisation, qui est un autre outil PNL, qui très simplement, on va se calquer sur les comportements de la personne, mais ça va beaucoup plus loin. Et ça, tu le fais très bien aussi, parce que je t'ai vu le faire. C'est adapter débit, intonation, volume, articulation de voix au rythme de la personne. Donc je me synchronise sur elle pour me connecter à elle et ses problèmes, pour pouvoir mieux écouter et surtout mieux poser des questions qui la concernent, pas qui me concernent. Et en fait, simplement en changeant l'axe du centrage que j'ai pour aller sur l'autre, ça change tout. Et on arrête de se regarder, ah oui, mais je ne sais pas dire les choses, etc. Non, en fait, c'est pas toi qui est là en ligne de compte. Si la personne est venue à toi, c'est qu'elle pense qu'il y a un truc que toi, tu peux résoudre chez elle. Donc, intéresse-toi au problème en premier. Et après, on pourra continuer sur le syndrome de l'imposteur, parce que là, il y a... c'est un gros chapitre. Ah ouais, là, il y a beaucoup de choses Juste à avant, dire. pour clôturer, en fait, c'est très important ce que tu dis, c'est qu'il faut apprendre à écouter pour comprendre et non pas écouter pour répondre. Et ça, c'est l'une des clés fondamentales du savoir-être dans la vente pour aller comprendre ta personne et aller débloquer chez elle ce qui la bloque, justement, ses peurs, ses craintes. C'est vraiment d'apprendre à écouter pour comprendre et non pas écouter pour répondre. Je suis totalement d'accord et je vais même te rajouter un item supplémentaire sur cette façon de faire. Écouter pour apprendre aussi. Parce qu'en fait, même les personnes les plus vulnérables qui viennent vous voir, elles en apprennent beaucoup sur vous et sur votre façon de réagir. Souvent, notre ego va constamment en fait juger ce qui se passe en face de nous. Et si on arrive simplement à avoir la capacité d'écouter sans juger, on en apprend énormément sur soi. Parce qu'en fait, chaque fois qu'on juge, on est déjà en train de mettre un espèce de cadre dans la manière dont on va faire les choses. Et ça, tu le sais très bien, plus tu mets en fait de limites dans ta tête, plus tu te limites à faire les choses. Alors que le simple fait d'écouter pour apprendre plus sur l'autre, là, ça ouvre beaucoup plus de portes. Ce que tu viens de dire, ça m'amène à une punchline. C'est si tu mets ça en pratique, le but c'est que tu deviennes un arbre fruitier. Eh ouais. Et c'est quoi un arbre fruitier? C'est un arbre qui donne des fruits. Ça veut dire que si la personne, elle te jette des pierres, réponds-lui en lui renvoyant des fruits. Magnifique. Donc on passe sur ce syndrome d'imposteur. En tout cas, je te remercie déjà pour cette clarté concernant ces premières peurs, ces premiers blocages qu'ils peuvent ressentir. Le syndrome d'imposteur, alors je sais pas comment je pourrais trouver les mots justes. Pour moi, c'est du bullshit. Mais c'est ma perception, c'est ma carte du monde. Je t'explique pourquoi c'est du bullshit. Parce que à partir du moment où autour de toi, tu as des gens qui peuvent le faire, qu'est-ce qui, toi, t'empêche de le faire? Système de modélisation. Je vois beaucoup de personnes manger de la main droite, je mange de la main droite. Je sais que je peux, même si moi j'ai l'habitude de manger de la main gauche, s'il y a des gens qui arrivent à manger de la main droite, c'est que je peux le faire. Question après de volonté. Est-ce que je veux vraiment le faire? Est-ce que je suis prêt à mettre en œuvre des efforts pour le faire? Donc le syndrome d'imposteur, j'ai l'impression aussi que c'est un choix. Si tu as l'impression d'être dans ce syndrome-là, c'est que tu veux et t'aimes bien et c'est un confort pour toi de rester là où tu es. Donc pour moi, c'est du bullshit. J'aimerais avoir ton avis là-dessus. Alors, je te rejoins sur l'aspect bullshit parce que c'est une histoire qu'on se raconte. On est vraiment d'accord là-dessus. Et tu as raison de le souligner, c'est la manière dont tu vois les choses. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Par contre, on va juste définir, et moi, tu sais, en linguistique, je m'intéresse beaucoup en fait à l'étymologie des mots. L'étymologie en fait de l'imposteur, c'est, pour définir simplement ce que c'est quelqu'un qui est un menteur. Il ment sur ce qu'il est, et donc c'est une imposture. Donc, première question, est-ce que tu es un menteur? Est-ce que tu mens aux gens? Et souvent, ce que je constate dans toutes les personnes que j'accompagne, c'est que les personnes qui ont ce syndrome sont les personnes qui ont le plus de compétences. Et en fait, elles ont ces compétences, mais elles se disent « mais non, en fait, je veux pas reconnaître que c'est moi. Donc, je préfère le syndrome de l'imposteur pour ne pas assumer en fait ça. » Tu vois? Et là, je suis sûr qu'il y a des choses qui percutent en toi aussi. Et l'idée, c'est que puisque tu ne mens pas aux gens et que tu ne veux pas assumer, en fait, tu penses avoir cette espèce de syndrome de l'imposteur qui finalement
n'en est pas un puisque tu ne mens pas aux gens, tu essayes de les aider et surtout, c'est comme si tu mentais sur ton CV et que tu ne délivrais pas le résultat. Et donc, chaque chose que tu fais, pose-toi la question de savoir si c'est bien la vérité pour toi. Et cette vérité, elle va justement engager tes actions et tes actions vont être dans la direction de ça. Mais à partir de là, le syndrome de l'imposteur, il a un autre versant qui est celui de la dévalorisation. La personne ne veut pas reconnaître que c'est bien elle qui fait ça. C'est comme les personnes qui ont du mal à accepter les compliments. Moi, j'ai eu beaucoup de mal pendant une période de ma vie à simplement qu'on me dise « Putain, c'est génial ce que tu fais. » Je dis « Ouais, non, mais c'est pas moi en fait. C'est les outils que j'utilise. Tu sais, c'est la PNL. C'est... » Mais arrête. On te fait un cadeau. Toi, tu prends le cadeau et tu fais « Tu craches dessus. » Accepte. Accepte le simple fait que ce que tu as fait, c'est toi qui l'as fait. C'est pas parfait, mais tu l'as fait. Et à partir du moment où tu acceptes ça, il y a plein de choses en fait qui vont commencer à se mettre brique par brique. En fait, comme des Lego, tu vas commencer à construire des marches qui vont t'amener vers un autre niveau. Et en fait, je le rappelle, parce que quand on a ce syndrome, on ne veut pas reconnaître ce qu'on est et ce qu'on fait. Donc forcément, on se dit « je devrais tout de suite être un expert ». Et c'est vrai que tous les experts du monde ont tous commencé dans le ventre de leur mère en étant experts. Ah oui. Ils n'ont jamais été débutants. Bah non. C'est trop facile sinon. Bah oui. Bah oui. Et c'est pour ça que c'est évident qu'il faut être expert tout de suite. Pas être débutant. Non, c'est nul d'être débutant. Bah oui. Ouais. Donc voilà. Et je pense qu'une fois qu'on a compris cette mécanique, et surtout la manière dont on aborde ça, le simple fait d'accepter, de dire « Ok, c'est moi, je le fais pas parfaitement, mais c'est moi qui l'ai fait. » Et à partir de là, bien dire « Je ne mens pas aux gens, je dis ma vérité. » Et on verra qui l'accepte. Et c'est ok qu'il y ait des gens qui ne l'acceptent pas. De toute façon, vous ne pourrez pas aider tout le monde. Ça fait 10 ans que je suis sur le marché du coaching, je peux vous le dire, vous ne pouvez pas aider tout le monde. C'est pas possible en fait. Et on a ce fantasme aussi qui est en lien avec ce syndrome, c'est que on a la croyance que tout doit être parfait, on doit apporter 100% de satisfaction client immédiatement. Tous les clients que tu as doivent repartir satisfaits. Alors ça existe dans le pays des bisounours. Clair, net, précis. J'aime beaucoup ce que tu partages et surtout quand tu décris en fait ce syndrome d'imposteur en deux. 1, menteur et 2, ne pas reconnaître sa valeur. Généralement, les personnes en tout cas qui viennent vers nous, c'est des personnes qui ont une expertise. C'est des personnes qui peuvent aider des gens. Donc en gros, si tu as l'impression que tu mens et que en gros tu n'as pas confiance en tes capacités, pourquoi tu as créé une entreprise ? Ouvre une asso, fais de l'ONG, fais une loi de 1901, association et on fait du bénévolat, c'est cool. Ouais. Ou alors, prends conscience que tu as le remède contre le cancer et que ne pas aider les gens, c'est non-assistance aux personnes en danger. Exactement. Et là, ça va toucher un sujet dont on a déjà parlé ensemble, c'est le niveau de certitude par rapport à ce que tu viens de dire. Est-ce que j'ai le niveau de certitude que ma méthode, mon service, j'en suis fier à 100% et que je suis prêt à le défendre et surtout que je sais que ça va aider les gens? C'est intéressant. Et quels conseils justement tu peux leur apporter pour déverrouiller ce chemin vers la certitude? Alors, j'ai regardé une vidéo, alors c'est pas un mec que j'ai beaucoup en estime, je te préfère toi dans la façon d'aborder la vente et la psychologie de la vente, mais Jordan Belfort, bon, tu vois, le loup de Wall Street. Et d'ailleurs, je sais pas si je dois le dire ou pas, mais ma carotte 97 € ma place pour la Suisse. Sérieux? Bah ouais. T'as pris la place en même temps, tu t'es fait rembourser toi? Ah bah non. Ah bah donc on est deux à se faire carotte alors. Voilà. Comme ça, quoi. Le loup de Wall Street. Le loup de Wall Street. Le loup de Wall Street. Réservation à la salle pour un événement Ouais. en juin en Suisse. 97 € la place. Ils ont fait le pactole, ils ont vendu 4000 places. Ils ont pris cette grosse somme-là. À mon avis, ils l'ont investi dans un projet immobilier. On n'a pas, voilà, donc pas de conférence, 97 € qui est parti, mais c'est surtout que ça en dit long sur leur manière de vendre. Ah ouais. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai créé une vidéo. Si tu penses vendre sincèrement avec une page de vente, t'es dans la merde. Elle est sur la chaîne. Aussi, ouais. Et donc, le niveau de certitude que Jordan Belfort a dans le film, bon, il est extrêmement abusé, il est poussé à l'extrême, etc. Mais ce que j'aime bien, c'est cette capacité à soi-même être dans la certitude que c'est vraiment le truc qui va changer ta vie parce qu'elle a changé la tienne. Et le problème avec ça, encore une fois, c'est que pour avoir ce niveau de certitude, il faut se détacher du manque de légitimité. Et souvent, les personnes qui veulent vendre cher, elles se disent « mais est-ce que je suis légitime à faire ça? Tu vois, j'ai pas beaucoup d'années d'expérience, etc., etc. » Et en fait, le manque de légitimité influe directement sur la certitude ou le manque de certitude que tu peux avoir à faire les choses. Aujourd'hui, on est dans une société où tu peux lancer un projet et devenir viral sur les réseaux presque instantanément. L'idée, c'est à quel niveau toi, tu places ton niveau de certitude et sur quoi? Et souvent,
En France, on a le cadre mental de dire si t'as pas tant d'années d'expérience, si t'as pas tant de diplômes, si t'as pas fait tant de choses dans ta vie, t'es pas légitime. Et donc moi, ce que j'aime bien, c'est amener de la clarté sur légitimité, c'est quoi? Et surtout, dans ta carte du monde, la légitimité, c'est quoi les critères? C'est 10 ans d'expérience et quand bien même si tu avais 0, est-ce que ce que tu vas faire va aider la personne? Il n'y a que 2 questions à se poser. Est-ce que c'est utile? Et une fois que tu l'as fait, est-ce que c'est mieux après? Pour moi, c'est les 2 seules questions qui permettent de mettre de la certitude dans ce qu'on fait, simplement, sans aller dans la technique, dans le truc. Pourquoi? Parce que si c'est utile, la personne qui vient te voir, elle va repartir forcément avec des résultats qui vont changer sa vie et qui vont de surcroît faire parler de toi et de tes services. Et donc si l'utilité est là et que c'est mieux après, tu as 0 excuse pour pas aller défendre ton projet, ton service auprès de ta cible et tes clients. Et en fait, plus tu vas être sûr et certain que ce truc-là va être utile aux gens, et plus tu vas vouloir justement mettre des efforts, ajouter de la valeur, etc. etc. Et c'est ça qui va créer encore plus de certitude en toi. Mais je ne vais pas m'arrêter là, je terminerai sur une dernière chose. Le problème de toutes ces croyances, c'est qu'elles sont paralysantes. Donc, si à tout ça, tu n'ajoutes pas de l'action, tout ce qu'on dit là, c'est que du blabla. Et tu vas rester dans ta tête à tourner à vide. Donc, chaque chose pour lesquelles tu penses que c'est utile et tu penses que ça va aider les gens, tu dois énormément passer à l'action derrière. Et en fait, l'action élimine le doute. Est-ce que c'est utile et est-ce qu'il y a du changement derrière? Est-ce que c'est mieux après? Est-ce que c'est mieux après? Ouais. Si tu as la réponse à ces 2 questions, fonce. Certitude absolue. Certitude absolue. Le truc qui marche, t'es sûr? Oui, ça aide les gens. Bah alors c'est bon. C'est Avance. quoi le... N'attends pas 10, 15, Mais 75, Mais 1299, 4992. Ok, c'est clair. J'espère que vous avez retenu ces C'est ça. 2 clés. C'est de la pépite. Pourquoi? Parce que ça va justement t'aider à te sortir de ce syndrome d'imposteur qui est encore une fois que du bullshit. On va terminer sur un dernier point. Ensuite, je t'embête plus. Y a pas de problème, tu m'embêtes jamais. La vente, c'est un savoir-être avant d'être un savoir-faire. Beaucoup aujourd'hui s'attachent à tout ce qui est technique de vente, script. Je vois énormément d'entrepreneurs qui s'auto-sabotent justement. Ils ont un savoir-faire, aucun faire savoir. Aujourd'hui sur les réseaux sociaux, pour la plupart, qui commencent, qui sont en train d'essayer de se batailler comme ils peuvent pour essayer d'apporter leur visibilité. Et dans les appels, on voit vraiment des gens qui reproduisent des techniques à l'américaine, à l'ancienne, et qui n'arrivent pas à vendre. Donc moi j'appelle ça de l'auto-sabotage. D'où provient cet auto-sabotage? La réponse elle est claire, on la voit souvent, c'est j'ai vu un tel qui a vu un tel qui a vu un tel. Moi j'aimerais te partager une chose, c'est ne compare jamais l'extérieur des autres à ton intérieur à toi. Et si toi tu veux durer sur le long terme, peut-être que c'est la personne que tu as vu faire ça, elle est là pour juste faire un braquage, prendre tout ce qu'il y a à prendre et aller à Dubaï. Bref, fermons la parenthèse. Qu'est-ce que tu pourrais apporter comme technique, comme outil peut-être, de se détacher de cet auto-sabotage et de trouver en fait son écologie dans la manière de faire des choses et d'aller aider des gens justement en faisant des ventes? Alors, l'auto-sabotage, la première des choses qu'il faut savoir, elle mène à 2 chemins. Le premier, c'est la procrastination et le deuxième, c'est l'éparpillement. Donc, dans l'auto-sabotage, il faut comprendre quelle est la psychologie qu'on met derrière. La procrastination, c'est souvent, il y a un truc que j'aime pas, j'ai pas envie de m'y confronter et j'ai peur de le faire. Le message subconscient et ce que les personnes ne diront jamais, c'est je m'auto-sabote et je comprends pas pourquoi. En fait, la raison est très simple, il y a un truc qui est chiant à faire ou que t'aimes pas faire et forcément, tu procrastines le truc pour ne pas le faire. Le deuxième, c'est l'éparpillement. Tu vas trouver 1001 autres tâches à faire que celle qui doit être faite. Et à chaque fois que tu as ça, cet éparpillement et la procrastination n'est le signe que d'une seule chose, que tu as peur. Et en fait, cette peur, elle va alimenter tout ce qui va créer de la souffrance en toi. Et tant que tu n'as pas résolu ce que ça génère comme souffrance en toi, et qui est en lien aussi avec l'histoire que tu te racontes derrière, la procrastination et l'éparpillement continuent. Et l'auto-sabotage, en fait, il est jamais là sans raison. Parce que le cerveau, il est fait de telle manière, comme le corps humain, il va rejeter tout ce dont il n'a pas besoin. Et en fait, chaque fois qu'on s'auto-sabote, donc qu'on procrastine ou qu'on s'éparpille, c'est qu'on veut plus un truc ou on a besoin d'un truc. La procrastination, pour moi, c'est le signal de j'ai besoin de quelque chose. L'éparpillement, c'est le signal de je ne veux plus quelque chose. Et tant que tu n'as pas résolu ça, le problème continue. Donc le meilleur moyen de sortir de ça, c'est simplement, comme tu le disais tout à l'heure, c'est de revenir au savoir-être. Et le savoir-être, c'est quoi? C'est savoir en fait, est-ce que moi, je suis une personne plutôt qui est dans le mental, plutôt qui est dans l'émotionnel ou plutôt qui est dans mes instincts à passer vite à l'action. Et en fait, sur ces 3 chemins neuronaux, parce que tu le sais, c'est de la psychologie aussi, on a les personnes qui sont dans un centre interne, neurone interne mental, on en a qui sont dans l'émotionnel et d'autres qui sont dans leurs instincts. Et en fait, chacun a une fonctionnalité et une façon de voir le monde différent. Par exemple, une personne qui est souvent dans l'émotion, elle va procrastiner les tâches parce que ça va l'effrayer, ça va lui faire peur de le faire. Donc, elle, il va falloir qu'elle travaille sur comment
je peux me rassurer et être OK pour me donner encore une fois de la certitude que même si je le fais et que c'est pas parfait, tu ne seras pas jugé. Les gens vont quand même t'aimer. Pourquoi? Parce qu'une personne qui est dans l'émotionnel, elle veut absolument être aimée. Elle veut qu'on l'aime. Et elle a peur que si elle fait mal les choses, on va arrêter de l'aimer. Pareil pour les personnes qui sont dans le mental, elles exécutent. Et en fait, elles s'éparpillent, elles préfèrent faire plusieurs tâches, se dire oui, bon, il y avait ça à faire, il y avait ça à faire. Et là, pareil, elle a simplement besoin qu'on reconnaisse que, en fait, dans son mental, oui, tu fais bien les choses, mais lâche prise. Tu n'as réellement besoin de faire qu'une seule chose et de la faire bien. C'est pas en faisant plus d'efforts, en mettant encore plus de tâches les unes à la suite des autres que tu vas arriver au résultat. Cool. Enlève tout ce qui dépasse. Arrête de t'éparpiller en simplement prenant la chose qui est importante pour toi. Et le dernier, ceux qui sont dans leurs instincts, eux, c'est également l'éparpillement. Ils s'éparpillent souvent parce qu'en fait, il faut que ça aille vite. Oh non, mais les trucs qui me saoulent, j'ai pas envie de le faire, c'est bon, allez. Et je fuis ce qui doit être fait. Et donc, du coup, quand tu es dans la fuite, forcément, tout ce qui s'accumule et que tu ne fais pas te revient inexorablement dans la gueule un jour. Et donc, eux, pareil, il faut leur donner les moyens de trouver un moyen excitant de le faire. Et en fait, quand tu fais ça et que la personne a trouvé son truc marrant, elle arrive à le dupliquer. Et là, il faut rajouter de la joie, du fun, de l'amusement. Et en fait, quand tu fais ça pour des gens qui sont souvent dans l'action, tu les remobilises sur un truc et tu leur dis, vas-y, éclate-toi, c'est ça que tu as à faire. Et à partir de là, justement, l'auto-sabotage devient compréhensible. Et c'est pour ça qu'un auto-sabotage n'est jamais là sans raison. Procrastination, éparpillement. Vous avez le mode d'emploi. Grave. C'était très concret, c'était très structuré et c'est exactement ce que je voulais dans cette session. Pour apporter des termes clairs et efficaces pour justement en fait se comprendre et savoir comment aussi traiter les objections. Parce que là, en fait, dans tout ce que tu as partagé, on peut prendre pour soi en tant qu'entrepreneur, mais on peut aussi le comprendre et essayer de l'analyser chez notre prospect en face. Et quand on arrive à avoir ce combo des deux, eh bien, tu seras plus dans l'accompagnement à la prise de décision plutôt que dans le forcing ou autre chose. Et n'oubliez pas en tout cas qu'en tant qu'entrepreneur, on a une offre d'accompagnement, qu'on a un service, qu'on a un programme de formation ou quoi que ce soit. On est expert dans un domaine, oui, sauf si on a le syndrome d'imposteur, mais on a les clés maintenant pour s'en dépatouiller. Mais on a aussi cette casquette de déclencheur de changement. Et ça passe par déclencher la vente, ça passe par l'encaissement, par donner envie d'acheter. Et donc c'est pour ça que se comprendre et comprendre son prospect, c'est important. Je vais clôturer tout simplement avec Mehmet. Tu as un mot de la fin? Normalement, tu en as plusieurs. Le mot de la fin, on va donner un message d'espoir. Le message d'espoir, c'est que tu es le premier ambassadeur de toi, à condition que tu l'acceptes. Comprendra qui voudra. J'espère que ça a été utile pour toi. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci Mehmet, c'était un grand plaisir. Plaisir partagé. Et merci. si tu veux en savoir plus sur le process de donner envie d'acheter, les différentes étapes bien sûr, tu regarderas juste en bas. Tu vas tomber sur une vidéo complète, un atelier qu'on t'a préparé. C'est gratuit. Moi je te retrouve de l'autre côté et je te dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Salut à toi.